Ravi de vous accueillir pour ce premier événement d'Atable. Je suis Jérôme François, directeur général Numalim. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Renaud Font, le directeur des opérations de Hack Data Hub. Nous sommes donc deux jeunes organisations, Numalim et Hack Data Hub, et d'autant plus heureux que vous soyez aujourd'hui pour ce premier événement, plus de 220 participants. Nous allons donc parler de la donnée, des enjeux de la donnée, de la fourche à la fourchette. Oui Jérôme, tu as tout à fait raison, et d'ailleurs on pourrait même étendre ça à l'étable à la table ou de la vigne au verre, parce qu'aujourd'hui nos consommateurs attendent beaucoup plus de transparence autour de ce qu'ils ont dans leurs assiettes ou dans leurs verres autour de l'alimentation. Et d'ailleurs, les récentes annonces du président de la République sur le plan France 2030 illustrent bien tout l'enjeu qui est porté au plus haut niveau pour pouvoir lancer cette dynamique d'innovation, de création de valeur et de compétitivité de nos entreprises sur l'ensemble de la filière. Et c'est pour ça que nous allons essayer de vous apporter quelques éclairages autour des enjeux de la donnée sur cette filière de l'agri-agroalimentaire. Pour cela, nous vous proposons un programme assez riche avec une première introduction de Anne-Sophie Taillandier, qui est la directrice de TerraLab, plateforme d'intelligence artificielle et de données portée par l'Institut Mines Télécom, et qui nous apportera les éclairages autour des enjeux européens avec le projet Gaia-X. Et puis, après, je vous présenterai pour la filière agricole Hack Data Hub nos solutions et comment nous nous positionnons sur les enjeux de la donnée. Et en deuxième partie, nous aurons donc des témoignages. Nous avons ici David Guyot pour Savencia, Business Relation Manager, puis l'intervention par vidéo de Pierre Darmon dans un secteur totalement différent, les Pickles. Et puis deux autres témoignages. Tout à fait. Nous aurons le plaisir d'accueillir Frédéric Salvi, à distance depuis le sud de la France, qui est le responsable du programme Data chez Terrinovia, l'institut technique de référence sur les filières oléoprotéagineuses. Et enfin, nous aurons également le témoignage vidéo de Maximin Charpentier, le président de l'association Numagri, qui a été monté pour pouvoir faire émerger les standards dans les données agricoles. Nous gardons un temps de questions-réponses, mais si au cours des présentations vous avez des questions, mettez-les sur le chat. Une partie de nos équipes pourront commencer à y répondre. Sans plus attendre, donc très heureux d'accueillir Anne-Sophie Taillandier, directrice de TerraLab. Et je crois qu'Anne-Sophie, vous connaissez bien ces lieux qui nous accueillent, qui sont donc Cap Digital. Bonjour, S'asseoir. Merci. Cap Digital, pôle de compétitivité numérique que je connais très bien depuis pas mal d'années. Du coup, oui, je vais vous parler... la petite manette. Je vais vous parler du niveau européen et de l'enjeu des données en général, et du coup du projet Gaia-X sur lequel je travaille depuis maintenant 2 ans, pratiquement 2 ans, mais qui finalement est encore assez jeune et en construction. Mais je vais quand même vous expliquer quelles sont les grandes lignes, en tout cas, de Gaia-X. Alors, c'est ça. Oh, ça marche. Voilà, donc ma présentation. Et du coup, oui, effectivement, il y a toute la partie donnée sur le secteur agricole, dont on parle aujourd'hui. Et effectivement, autour de Gaia-X, il y a aussi... alors, attendez, hop. Voilà. Je vais vous donner les principes généraux autour de Gaia-X qui concernent les données en général dans plein de domaines différents. Mais Gaia-X à l'origine, donc comme le quote que j'ai mis ici, c'est vraiment pour créer une infrastructure de la donnée basée sur des valeurs dites européennes qui permettent une sécurisation et une souveraineté et une circulation de la donnée autour entre les différents acteurs. Et puis de pouvoir prendre des décisions éclairées, en tout cas, avec une information qui soit compréhensible sur l'endroit où on va mettre ces données, la façon dont on va les faire circuler, etc. Juste pour vous dire que en fait, Gaia-X, c'est
Donc c'est une association qui finalement est assez jeune, même si on en entend parler peut-être depuis quelques temps. En fait, elle a été lancée la conférence de presse était le 4 juin 2020. L'association est créée depuis la fin 2020, début 2021. Donc c'est une association internationale de statut belge. Les premiers membres sont arrivés en janvier 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et la direction de l'association est là depuis 5 mois, on va dire. Maintenant, il y a un peu plus de 300 membres. Il y a à peu près tous les pays européens qui sont représentés. Et le premier conseil d'administration était formé des membres fondateurs. Et maintenant, il y a eu un vote. Et donc, il y a les nouveaux membres dans le conseil d'administration de l'entreprise. Alors, voilà. Donc en fait, est-ce que ça marche? Ça marche ou pas? Oui, ça a l'air de marcher. Ouais, ok. Parce que j'entendais plus, il y avait un changement de son dans la salle, mais tout va bien. Du coup, comme je disais, l'objectif de Gaia-X, c'est de construire une infrastructure sûre et souveraine de la donnée en Europe, qui est un peu représentée par ce petit schéma. Donc il y a la volonté de créer non pas un cloud souverain, c'est pas l'idée, mais c'est plutôt de travailler en fédération avec les différents opérateurs de cloud, donc de créer une communauté, une fédération qui permette de passer d'un cloud à un autre. Il y a la problématique de la souveraineté en Europe, il y a la réduction de dépendance par rapport à des solutions et d'éviter finalement un enfermement numérique dans une solution. Et puis, il y a l'accroissement, enfin l'augmentation de toute cette transparence qui permet de prendre des décisions éclairées sur des services qu'on va utiliser, en ayant finalement une façon de décrire les politiques de ces services d'une façon plus uniforme. Parce qu'on voit bien effectivement, et notamment sur cette dernière année qui a été un peu particulière pour tout le monde, que les services numériques sont extrêmement importants, ils sont extrêmement importants dans le business, et que les services numériques ou les entreprises, évidemment, elles ont tendance à aller de plus en plus loin dans la valeur de la data, et du coup, le risque d'enfermement est de plus en plus important. Et l'idée, c'est de créer cette infrastructure qui permette aussi de pouvoir passer d'un service à un autre sans avoir un coût exorbitant ou alors avoir tout à refaire pour une entreprise. Et du coup, c'est aussi ça l'objectif de Gaia-X. Alors, voilà. Ça, c'est le fameux X de Gaia-X. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu X fois aussi ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est le slide de Gaia-X d'un point de vue technique. Donc sur la partie en bas, en fait, c'est vraiment la partie infrastructure, edge, cloud edge, etc. Et l'idée, c'est de créer une politique d'usage de ces clouds, une politique que les cloud service providers et le edge devront fournir aussi, une certaine transparence. Et sur la partie rose en bas, en fait, c'est cette fédération de cloud où on pourrait passer de l'un à l'autre, éviter de s'y retrouver enfermé, et faire cette fédération de cloud. On voit même que des grandes entreprises en fait peuvent avoir plusieurs clouds qu'elles utilisent et donc pouvoir passer son service de l'un à l'autre, en fait, c'est intéressant. La partie du haut du X, c'est là qu'on va retrouver des données dans certains domaines, dont le domaine agricole. Et l'idée, c'est de créer des espaces de données suffisamment importants pour qu'on puisse développer des nouveaux produits et des nouveaux services. Pour que ça puisse arriver, on n'est pas chez les bisounours, on ne va pas pouvoir s'échanger de la donnée comme ça si on n'a pas des garanties. Les propriétaires de données ont besoin de pouvoir attacher des politiques d'usage autour de leurs données, ont besoin de pouvoir maîtriser les cas d'usage qui vont être faits au niveau des données, la durée d'utilisation des données. Enfin, il y a un marché de la donnée qui va être fait, mais de la même façon, il va falloir qu'une donnée agricole, par exemple, puisse parler avec une autre donnée agricole. Donc, il y a toute la partie standardisation, ontologie au niveau de la donnée, mais il faut aussi qu'il y ait une infrastructure technique qui puisse être interopérable et qui puisse parler de l'une avec l'autre. Et puis on voit que ces domaines-là, donc il y a énergie, mobilité, industrie, santé, agriculture, etc. En fait, on voit bien que les domaines sont quand même assez perméables les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas, l'agriculture, par exemple, et la santé, on pourrait dire qu'il faut que ces données puissent parler entre elles. Mais je ne sais pas, moi, l'énergie et la mobilité, c'est aussi des données qui doivent parler entre elles. Donc, en fait, il faut qu'on crée cette espèce d'internet de la data,
je dirais, si je schématise très grossièrement, mais qui permettent à cette donnée de circuler et de pouvoir développer des nouveaux produits, des nouveaux services qui soient européens, qui soient basés sur des données qui viennent de différentes entreprises et qu'elles puissent partager, échanger, acheter, vendre, etc. Donc l'objectif de Gaia X, c'est vraiment sur ces parties-là, ce X qui est très important. C'est pour ça que vous le voyez souvent, qui est sur l'interopérabilité au niveau du cloud et la portabilité, mais aussi la création au-dessus de ces espaces de données sur différents domaines. Et puis après, on voit tout en haut du X, on parle d'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses, mais qui pourraient être développées sur la base de ces grands espaces de données européens. Voilà. Et au milieu, le jaune, en fait, c'est vraiment sur la partie, finalement, architecture, sur cette interopérabilité autour des données. Donc voilà, c'est hop. Donc là après, ben voilà, on voit. Là, j'ai effectivement mis un focus sur le haut du X, puisque c'est ce dont on parle là aujourd'hui avec Numalim et Agdata Hub. Donc la partie du haut, bah, ça redit un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est vraiment l'émergence de nouveaux produits et de nouveaux services sur des données qui sont pas ouvertes, mais qui sont disponibles, maîtrisées par les propriétaires de ces données, et aussi bien au niveau de leur stockage, de leur process, enfin voilà, ça englobe un peu l'ensemble. Donc voilà ce qui se passe au niveau européen, c'est très important, et c'est assez prometteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet éclairage. Merci de l'invitation. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, l'interopérabilité, la maîtrise des données, les sujets autour de cette transversalité qui est nécessaire pour pouvoir créer de la valeur supplémentaire autour, non pas de silos par filière ou par métier, mais bien de permettre cette interaction. Je pense que c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors voilà, pour les filières agricoles et agroalimentaire. Je vais vous présenter effectivement ce que propose Agdata Hub, et puis Jérôme vous présentera également la proposition de valeur de Numalim autour de la disponibilité des données. Alors le premier point est un petit schéma global pour vous illustrer cet enjeu, et Anne-Sophie Taillandier l'évoquait autour de Gaia X, sur la maîtrise des données. Et on pourra regarder un peu dans le détail ce que ça comporte. Mais partant d'un premier constat que d'un point de vue sociétal et des attentes de nos consommateurs d'une plus grande transparence sur leur alimentation, Anne-Sophie faisait référence à l'interaction peut-être entre l'alimentation et la santé. Ce n'est pas le débat du jour, mais quoi qu'il en soit, c'est une attente forte. Et pour ça, eh bien, quand on prend la chaîne de valeur de l'ensemble des acteurs qui vont de la fourche à la fourchette, eh bien, au premier rang desquels nous avons les producteurs agricoles. Et puis, au-delà des flux de matières, de produits, eh bien, tout ça doit s'accompagner avec de la donnée pour pouvoir qualifier, illustrer, apporter cette transparence tout au long de la chaîne entre les producteurs, les structures avec lesquelles elles travaillent, leurs partenaires commerciaux, les premiers transformateurs, ceux qui s'occupent de la mise en marché, les distributeurs, etc., jusqu'au bout de la chaîne, qui est le consommateur finalement, pour lui permettre d'avoir cette transparence. Alors les critères sont assez variés, hein. On entend beaucoup parler de l'empreinte carbone ou de l'impact carbone. On sait que l'agriculture est plutôt génératrice de carbone, mais encore faut-il le montrer et le démontrer. Il y a des attentes également en termes de provenance ou d'origine des produits. On l'a vu avec la crise Covid, on s'est retrouvé avec une attente sociétale de proximité dans les sources d'alimentation. Et puis on pourra avoir des enjeux là aussi liés aux pratiques agricoles ou sur le volet alimentaire de tout ce qui va être valeur nutritionnelle. Voilà. Donc l'ensemble de ces éléments, vous voyez bien, sont multifactoriels et vont nécessiter des flux de données importants pour pouvoir générer ce traitement. Alors, Agdata Hub, dans tout ça,
je vais vous apporter quelques éclairages sur nos propositions et comment nous pouvons accompagner les opérateurs du secteur à traiter de la donnée et puis à prendre en compte les consentements des producteurs agricoles, puisque nous sommes au service des acteurs des filières. Si ça veut bien passer, voilà. Alors, effectivement, notre mission, c'est bien celle d'accompagner le développement du numérique. La transformation digitale impacte tous les métiers aujourd'hui, de plus en plus dans des relations qui sont de plus en plus numériques. Et là-dessus, eh bien, notre secteur n'y échappe pas. Nous adressons finalement au final les 450 000 agriculteurs français et puis demain les 10 millions d'agriculteurs européens. Tout ça parce qu'il y a, comme je vous le disais, cette attente d'une agriculture performante et durable. Et en plus, les agriculteurs doivent vivre de ce métier et donc de pouvoir mieux générer des revenus ou optimiser des charges. En tout cas, l'influence du numérique au travers d'innovations digitales peut leur permettre ces points-là. Parce que ce sont bien les nouveaux services innovants qui vont leur permettre de mieux conduire leur exploitation et de mieux faire leur métier de chef d'entreprise. Et pour ça, nous proposons une approche de type infrastructure mutualisée et maîtrisée pour permettre à ces acteurs de disposer d'outils performants et de haute valeur. Voilà. Alors, en un mot, AgData Hub, SAS qui a été lancé il y a tout juste un an, novembre 2020, eh bien, a deux actionnaires, un majoritaire qui est les filières agricoles, pour permettre justement tous ces enjeux de remontée métier, mais également institutionnels avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, puisque là aussi il est important de faire rayonner cette innovation au sein de l'ensemble de nos acteurs des filières jusque dans les territoires. Alors je vous disais que notre vocation, c'est vraiment de garantir l'usage maîtrisé des données agricoles. Et nous nous concentrons vraiment sur ce volet-là. C'est-à-dire que depuis l'amont, avec de la production de données à l'échelle de l'exploitation agricole, de trois natures, hein, globalement, on retrouve trois grands types de production de données. Vous avez, on va dire, de l'enregistrement, des saisies directes de la mise en data de données agricoles, puisque des techniciens font les suivis au quotidien, les agriculteurs enregistrent dans des outils de gestion de leur exploitation leurs pratiques. Mais également, un deuxième type, c'est tout ce qui provient du machinisme, c'est-à-dire que c'est les objets connectés, machinisme agricole, qui enregistrent automatiquement une masse de données très importante. Eh bien, toutes ces données-là, elles doivent être à un moment collectées, stockées quelque part par les différents opérateurs. Et on a bien vu que l'enjeu fort, c'est, et Anne-Sophie Taillandier le rappelait au sein de Gaia-X, il faut aussi rendre ces données disponibles. Et pour ça, AgData Hub propose cette infrastructure technologique qui a deux piliers. Le premier qui est celui de l'échange de données, l'échange organisé, structuré, maîtrisé, avec effectivement des politiques d'usage qui permettent aux émetteurs de données de pouvoir définir bien les critères qui sont ceux qu'ils souhaitent pour pouvoir diffuser leurs données. Et puis, le point qui est essentiel également, et l'évolution réglementaire va le montrer à l'échelle européenne. Le RGPD sur les données personnelles était une première étape. On va passer sur la version 2.0 avec l'usage des données que je qualifierais d'industrielles, qui sont en fait les données de production. Et là-dessus, nos producteurs agricoles sont des entreprises, et donc ce qui est fait sur leur exploitation ne sont pas des données personnelles, mais sont bien des données industrielles, ou en tout cas sont des données de production. Et là-dessus, il est fondamental d'encadrer et en tout cas de garantir cette transparence du bon consentement à l'usage des données.
Tout ça parce que l'enjeu derrière, c'est cette disponibilité de données pour alimenter les moteurs d'intelligence artificielle, de développement algorithmique, de croisement de données qui, eux, vont générer effectivement les usages, les développements de solutions digitales pour accompagner les producteurs eux-mêmes, pour bien produire, mais également les filières pour pouvoir organiser leur métier et in fine d'aller jusqu'au consommateur. Mais ça, Jérôme nous en parlera un peu plus dans le détail. Voilà, donc je vous disais, avec Data Hub, on marche debout sur deux jambes, l'échange de données et le consentement. L'échange de données, c'est la plateforme d'échange API Agro, dont la vocation est bien de permettre cette organisation, cette structuration pour diffuser avec un bon respect de l'usage, de la propriété de données pour l'ensemble des acteurs qui la composent. Et puis c'est, on peut le dire, une approche de type data marketplace, parce que il s'agit de pouvoir diffuser de la donnée, y compris dans des modalités qui seront ceux d'une économie de la donnée, et donc avec des modalités payantes, mais pas uniquement. Aujourd'hui, il faut aussi rendre disponibles des données, y compris de manière gratuite ou en open data. La vocation, c'est bien d'avoir une plateforme sectorielle dédiée au monde agricole, sur lequel on va vraiment retrouver des données qualifiées provenant de la production. Et d'ailleurs, nous travaillons actuellement sur une déclinaison en mode privative de cette plateforme d'échange de données pour adresser les filières animales et donc avoir un écosystème de confiance entre des acteurs qui peuvent échanger de la donnée en toute confiance, avec un rôle de tiers de confiance. Alors ce qu'on retrouve effectivement sur la plateforme API Agro, si ça veut bien passer, voilà, comme je vous disais, une logique de marketplace avec des fonctions de catalogue, de recherche, avec l'ontologie qui va bien pour pouvoir qualifier des usages ou des typologies de données, et puis derrière, de pouvoir accéder, selon les modalités qui ont été définies par celui qui émet les données, en toute transparence, puisqu'il s'agit d'échanges entre organisations ou entreprises identifiées et connues, de permettre ces échanges et ces transactions de données, quand bien même elles peuvent être gratuites, de manière tout à fait structurée, et puis de faire le suivi technique de l'ensemble des flux d'échange de données, savoir qui consomme, pour faire quoi, etc. Donc on verra, Renaud, tout à l'heure, des outils similaires du côté de l'aval, une symétrie d'une autre plateforme, parce que les deux sont prêtes à être interconnectés. Exactement, exactement. La deuxième jambe d'AgData Hub est plutôt autour du consentement. Et d'ailleurs, cette deuxième jambe, finalement, c'est un peu aussi 4 piliers, ou en tout cas un animal à 4 pattes, parce que le consentement, comme je vous le disais, va devenir crucial. En tout cas, c'est un point central pour redonner de la confiance et permettre cette transparence et cette disponibilité de données. L'enjeu, il est bien là. Il est bien de pouvoir garantir à celui qui est à la source de données que l'usage de ces données va être respectueux de ce à quoi il a consenti son accord. Exemple, je suis agriculteur et je suis d'accord pour que mes données de suivi parcellaire sur mes colzas, puisque Frédéric Salvi interviendra tout à l'heure, puissent être transmises à ma coopérative qui elle-même va s'en servir pour des fins d'outils techniques de type OAD, c'est-à-dire outils d'aide à la décision. Voilà, là on a un consentement éclairé avec les piliers essentiels de définition du consentement, bénéficiaire, usage et durée. Ça, c'est le gestionnaire de consentement. Au milieu, on a une brique technique qui s'appelle le routeur de consentement, qui vise en fait à avoir la possibilité d'interconnecter différents outils qui enregistrent les consentements pour donner cette visibilité la plus exhaustive possible, mais également cette transparence totale. Et d'ailleurs, AgData Hub lance très prochainement le portail AgriConsent qui permettra aux producteurs agricoles de retrouver de manière la plus exhaustive possible et la plus complète possible les différents
consentement qu'ils auraient pu donner. Mais tout ça repose sur un point fondamental, et je crois que c'était sur le slide d'ailleurs de Gaia X, qui était celui de l'identité. Et l'identité numérique, alors tout le monde connaît son identité, hein. Vous avez votre carte d'identité, vous avez votre permis de conduire, vous avez vos cartes d'accès qui permettent de prouver à un moment que vous êtes bien celui que vous dites être. Mais nous sommes en train de passer dans des relations de plus en plus numériques et digitales. Et ça veut dire que le contact physique est rompu, ou en tout cas, il se passe d'écran à écran. Comment allons-nous garantir qu'un exploitant agricole, quand il consent et qu'il donne son accord pour une transaction quelle qu'elle soit, derrière son écran, est bien celui qu'il dit être? Eh bien ça, c'est l'identité numérique. Et là, c'est un sujet que nous allons lancer tout début 2022, avec la possibilité pour les exploitants agricoles de créer leur identité numérique. Et l'identité numérique repose sur deux socles techniques. Le premier, c'est je suis une personne physique, je suis l'exploitant agricole, moi, Marc Dupont, et puis je veux rattacher ça à l'identité de mon entreprise agricole, c'est-à-dire le GAEC, l'EARL des Trois Chemins, situé à Bouillac. Eh bien, on va matcher les deux et avoir cette preuve d'identité, la carte d'identité finalement de l'exploitation agricole, parce que là, on parle des 450 000 exploitations agricoles pour lesquelles il faut leur donner une preuve d'identité. Voilà, en un slide, finalement, le portail AgriConsent, qu'est-ce que les agriculteurs pourront retrouver avec un portail libre d'accès pour pouvoir identifier qu'ils ont bien des consentements qui courent, et puis peut-être avec surprise découvrir qu'ils ont encore des consentements avec une société avec laquelle ils ne travaillent plus. Voilà. Et donc de pouvoir rétablir ces éléments de confiance par la transparence. Et là encore, nos clients et partenaires sont tout à fait demandeurs de ça, parce qu'ils voient bien que dans les relations qu'ils ont avec les exploitants, il y a une vraie défiance au regard de ce qui est fait avec leurs données. Et donc, le fait de proposer ce type d'outil permettra d'apporter toute la transparence et, nous le souhaitons, renforcer la confiance. Je rappelle un chiffre, hein. Aujourd'hui, c'est à peine 30% des données qui sont mobilisées et utilisées pour créer de la valeur. Et c'est déjà de la valeur. Mais si on peut renforcer tout cela et rendre disponibles plus les données, eh bien, nous aboutirons à de l'innovation très forte. Voilà. AgDataHub accompagne également les structures dans les réflexions autour de la mise en œuvre opérationnelle de projets data, parce que souvent, eh bien, cette data, elle est peu visible, peu mobilisée, des fois stockée individuellement sous forme de fichiers Excel dans les différents services. Et donc, il est important, en termes d'organisation, de se mettre dans des modes beaucoup plus orientés sur du data driven ou du data analytique. Les usages en fait émergent vraiment de la part des acteurs de l'ensemble des filières. C'est-à-dire que quand on prend le secteur agricole, ça va depuis le développement agricole, des chambres d'agriculture, des instituts techniques, le ministère qui est également impliqué autour des enjeux data, tout ça pour pouvoir rendre disponibles des données. Et puis dans le numérique agricole, le réseau des startups, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'État a également lancé le label French Agritech avec des investissements forts dans le sujet, parce qu'il faut créer les outils de demain, développer l'intelligence artificielle, développer l'algorithmie. Et ça, c'est un tissu aujourd'hui de plus de 800 startups en France. Mais également dans l'amont agricole. L'amont agricole, ce sont les coopératives, les négoces, les gens qui travaillent vraiment au quotidien avec les agriculteurs, sans oublier les industriels de l'amont. On parlera après des industriels agroalimentaires, mais les industriels amont, les fabricants de médicaments, de produits phytosanitaires, de semences,
sont également impliqués et collectent de la donnée et ont besoin de générer cette valeur. Voilà, dans le temps qui m'était imparti, et je vous invite bien évidemment, avant de laisser la parole à Jérôme qui va vous éclairer sur Numalim, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et puis après ce webinaire, pour pouvoir vous présenter nos solutions. Merci beaucoup Renaud. Alors on va trouver des mots en commun de valeur, de confiance, des outils qui sont en commun, qui ont été choisis à dessein de façon à être compatibles. Beaucoup d'échanges se font entre Agdata Hub et Numalim, des réunions, beaucoup d'échanges, et c'est ce qu'on voulait aussi vous montrer dans cette occasion. Sur la confiance, en fait, on a le food bashing, on a l'agri-bashing, on est convaincu que la confiance viendra par l'information maîtrisée. Et je vais montrer qu'aujourd'hui, Renaud, tu parlais d'Excel ou d'outils un petit peu archaïques dans le domaine des données de l'aval, des données qui intéressent in fine le consommateur. Il y a beaucoup d'archaïsme et de perte d'efficacité dans la façon de les gérer, qui fait que ce potentiel de confiance et ce potentiel de valeur doit être dynamisé. Et donc je vais vous décrire cet écosystème qui doit être irrigué par des données qui soient de qualité et qui sera connecté avec l'écosystème dont a parlé Renaud. Comme pour Agdata Hub, vous décrire quelle est cette structure, quelle est cette gouvernance. De nouveau, c'est seulement depuis 1 an et demi que Philippe Tillous-Bord a pris la présidence de Numalim, et moi j'ai pris ces fonctions de direction de Numalim après un parcours notamment dans l'agroalimentaire et des implications au niveau de l'ANIA. On est une coopérative. On a choisi une structure qui est une société coopérative d'intérêt collectif parce qu'on est extrêmement conscient que la seule façon dans le domaine de la donnée, c'est la façon collective. Donc 7 collèges existent. Le premier, vous voyez en termes de poids, ce sont les associations consommateurs. Donc l'UFC Que Choisir, CLCV notamment, ont pris des parts sociales, sont devenus des coopérateurs, ont montré leur engagement à contribuer au succès de cette initiative. L'Amont agricole, Numagri, on entendra le président de Numagri tout à l'heure, donc est tout à fait important, c'est le deuxième collège. Et puis on a la transformation avec des associations, l'ANIA, la coopération agricole, des fédérations comme l'Alliance 7, les Corgras, Fedalim, la FICT pour la charcuterie traiteur et d'autres qui vont arriver, mais aussi les entreprises. Donc c'est un appel pour les entreprises qui sont représentées aujourd'hui. On a encore envie d'avoir d'autres sociétaires, d'autres entreprises de toute taille. Vous voyez qu'on a Savencia, David Guillot interviendra tout à l'heure, mais on a également des toutes petites entreprises qui soient autour de la table quand on va prendre ces décisions pour la structuration et la création de valeur autour de ces données. Nous sommes, comme Agdata Hub, soutenus par les pouvoirs publics, avec un contrat d'aide de BPI France, et également Banque des Territoires, qui a reconnu l'importance structurante de l'initiative, mais également d'un point de vue économique, la valeur qu'on va créer pour le compte de nos sociétaires. Il faut qu'on prenne ce sujet parce que les attentes sociétales sont très très fortes, et peut-être plus en France que dans d'autres pays. Le discours des marques doit évoluer. En fait, alors moi j'ai fait beaucoup de marketing dans ma carrière, le marketing qui pousse de l'information et perd un peu en puissance et doit être remplacé par un pouvoir qui est donné aux consommateurs d'aller chercher les informations. Donc on va remplacer du push vers du pull, et le consommateur va aller sélectionner les informations qui l'intéressent sur un produit d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue origine agricole, pratique agricole, demain impact carbone. Donc cette étude de Kantar nous montre qu'en fait il faut avoir un discours de preuve et moins des histoires que des preuves. Donc de nouveau, pour des gens qui font du marketing, c'est un changement, mais c'est un marketing différent, c'est un marketing de la preuve. Ils font une tonalité différente dans la sobriété. Donc tout ça, ces 3 cases sont en fait des datas. Le consommateur, il a envie de décortiquer les datas, et il a dans sa poche des applications où il a sur son site internet où il fait ses courses, le Drive, il a des moteurs de recherche qui vont lui permettre d'extraire cette information. Et donc c'est ce qu'on doit faire, d'être beaucoup plus informatif.
Donc ça, c'est très bien, et je pense que c'est en faveur du secteur, parce que la réalité de nos produits ou de nos pratiques est supérieure à une certaine perception un peu négative qui a pu se développer sans être factualisée. Donc on a intérêt à ce que le consommateur accède à la réalité nutritionnelle, développement durable de nos produits, mais le talon d'Achille, c'est que cette donnée est souvent peu disponible. Et c'est là qu'on n'a pas le potentiel de gain de confiance et qu'on a au contraire une réaction. C'est un petit peu des applications comme Yuka qui ont été vues comme révélant au consommateur une information auquel le consommateur avait moins accès. Donc on doit traiter ces informations, redonner le pouvoir au public de faire ses choix. Certains vont privilégier le français, d'autres le bio, certains vont être intéressés par certains nutriments, certains vont avoir des convictions ou des enjeux de santé qui vont demander que dans cette communication factuelle, le consommateur puisse faire ses choix qui seront de plus en plus d'alimentation personnalisée. Les algorithmes sont assez faciles à faire. Le talon d'Achille, de nouveau, c'est la data. Donc Numalim, depuis quelques semaines, parce que de nouveau, on est une jeune organisation, les 3 solutions de Numalim sont disponibles. Je vais les parcourir très rapidement. La première, c'est un référentiel. Un référentiel de données, c'est un endroit où enfin, on aura une base de données qui soit exhaustive et fiable d'informations sur l'alimentation qui intéresse le consommateur. Le deuxième pilier, qui a ouvert un peu avant l'été, c'est une plateforme d'échange. Donc je parlais de symétrie par rapport à ce que Renaud, tu as décrit. On va avoir d'autres types de données, d'autres types de services, mais sur un modèle et même avec une technologie qui est tout à fait compatible. Et puis, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ces sujets sont récents, sont nouveaux. Il y a un énorme besoin d'acculturation. Il y a un énorme besoin d'utiliser les outils les plus modernes, de savoir comment s'organiser, même savoir qui dans les entreprises s'occupe de ces sujets. Et donc, outre des webinars, des formations ont déjà été développées. Donc je vais prendre chacun de ces 3 piliers assez rapidement. Le référentiel, de nouveau, il faut absolument qu'il y ait une base de données, d'informations produits qui soit exhaustive et fiable. Et cet écosystème, un petit peu comme le cœur qui irrigue un écosystème d'un corps humain, doit être nourri d'une information qui soit fiable et de bonne qualité. Alors c'est assez surprenant, mais cette base fiable et exhaustive n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est qu'il y a des bases qui sont qui sont incomplètes, en fait, GS1, Code Online Food, et heureusement qu'ils ont fait ça, a constitué une base qui a recueilli 20% des codes du marché. Donc c'est bien, c'est des dizaines de milliers de codes produits avec des informations, mais c'est loin d'être exhaustif. On doit avoir l'intégralité. Deuxième enjeu, des taux d'erreur importants. Donc sur ces fiches numériques, qui sont censées être le jumeau numérique, on parle d'un jumeau numérique par rapport au produit physique et à son emballage physique, malheureusement, dans 26%, dans les meilleurs cas, à 50% de ces fiches digitales ont au moins une erreur. Donc imaginez, c'est un petit peu comme si cet emballage numérique, on pourrait l'appeler comme ça, qui est l'équivalent numérique des informations que vous trouvez sur les emballages physiques, c'est un petit peu comme si ces emballages numériques avaient un taux d'erreur comme ça de 26% à 50%. Donc ça montre que cet emballage numérique, cette information qui est tellement importante pour notamment le e-commerce, n'a pas été traitée avec toute l'attention et la maîtrise qui est pratiquée par le secteur pour la qualité des produits, fort heureusement, ou la qualité des emballages physiques. Ocali, Santé publique France, est vraiment en grand désespoir d'avoir beaucoup de mal à recevoir les informations des industriels et des coopératives de transformation pour faire l'analyse que les pouvoirs publics demandent d'évolution de la qualité nutritionnelle. Rendez-vous compte, souvent ils doivent aller en magasin, acheter les produits en réalisant qu'ils ne reçoivent pas l'information de façon structurée, inexploitable, donc ils doivent aller en magasin. Donc c'est des gestions très complexes, beaucoup de déperdition d'énergie. Voilà une charte un petit peu dense, mais je vais vous mener dans le processus et les outils qu'on a maintenant disponibles depuis quelques semaines, les sources de données qui doivent être les industriels et les coopératives de transformation, c'est elles qui ont la meilleure information, doivent apporter ces données dans un référentiel. Ce processus est gratuit. La saisie dans ce référentiel est facilitée.
un contrôle de fiabilité. Donc ce fameux taux de fiche en erreur que je citais va être gratuitement et automatiquement communiqué aux entreprises. Ce diagnostic de qualité. Et puis, si la qualité est bonne, l'information peut être diffusée aux destinataires qui sont à droite. De nouveau, on a cité des applications qui ont beaucoup de mal à recevoir l'information, des sites de e-commerce. Et s'il y a besoin, des services sont disponibles très facilement, avec des coûts qui sont en train de se réduire, pour que, au-delà de repérer les taux d'erreur, ces erreurs soient corrigées. Et notamment, un type d'erreur nous soucie beaucoup, qui sont les erreurs au niveau des allergènes. Parce qu'en situation de e-commerce, un consommateur qui choisit un produit sur la base de la fiche digitale qu'il a sur le site de e-commerce va pouvoir être malheureusement induit en erreur si un allergène présent dans le produit n'est pas affiché. Donc il faut vraiment apporter l'attention à cette information qui peut avoir des conséquences de santé. Le deuxième pilier, c'est le hub. Donc c'est une place d'échange, un peu sur le modèle que Renaud a décrit, et puis d'ailleurs avec des technologies qui sont tout à fait compatibles. Et là, on réalise que des milliers d'entreprises, plus de 15 000 entreprises de transformation alimentaire en France, sont un peu sevrées de données qui sont pourtant essentielles pour conduire son activité, et notamment dans le contexte que je décrivais, où les mouvements des attentes consommateurs sont très rapides. La montée du bio, la montée de l'attente du végétal, la montée du local. Donc il faut absolument que les entreprises aient un accès à ces données. C'est des données tierces, ce n'est pas les données produits, des données venant de panels de vente, d'avis consommateurs, de référentiels réglementaires par exemple, et des services qui vont avec, des études de marché, des aides pour améliorer les produits d'un point de vue développement durable ou d'un point de vue nutritionnel. Si je donne un exemple de croisement, puisque le but c'est de pouvoir croiser ces données avec les données produits, une entreprise pourra avoir sa veille réglementaire adaptée qui va être nourrie par les ingrédients additifs qu'elle a renseignés dans le référentiel, et donc un Mérieux Nutrition, qui est un des offreurs, va pouvoir pousser une veille réglementaire ad hoc qui permet à une PME de ne pas se noyer dans toute l'information référentielle alimentaire français, ou de savoir en un clic si son produit est exportable dans des pays hors Union européenne, est-ce qu'il correspond à la réglementation. Alors vous reconnaissez ici à peu près le même design qui a été montré d'API Agro, puisque c'est la même technologie, c'est Dawex, un opérateur français, un choix souverain, et puis vous voyez le logo également d'Orange Business Service, qu'on partage également pour le cloud de ces solutions. Et donc là, vous allez avoir des offreurs de données, j'ai cité les panélistes, de services, d'études. Alors ça peut être des données qui sont gratuites, là où un petit bouton vert apparaît, en fait, c'est des données open. Donc les entreprises qui se connectent peuvent aller télécharger des rapports d'IRI, de Nielsen, de Kantar, de Mérieux ou du Credoc, ou alors accéder à des solutions de services, de conseils pour la gestion de la donnée. Alors on a des conseils comme Osalia ou Eurandata, ou des conseils sur la traçabilité, des solutions qui vont être en développement de traçabilité, ou des solutions d'activation en magasin avec Média Performance, ou de relevé magasin avec Mobile. Donc une offre de service qui va faire gagner du temps aux PME et qui pourront croiser avec les données produits du référentiel. Le troisième pilier, c'est un pilier d'accompagnement, donc des webinars, la formation, du conseil. Je vais zoomer sur la formation. On a déjà 3 programmes de formation qui sont déjà en cours. Le premier sur la maîtrise des données, qui a eu beaucoup de succès. Certaines entreprises même ont demandé à ce qu'elle soit réalisée en intra-entreprise pour passer des dizaines de salariés dans cette culture de la donnée qui touche tous les départements. Une formation sur la donnée et son importance vis-à-vis du e-commerce qui est faite avec l'Institut du commerce. Quand vous êtes dans un moteur de recherche de e-commerce, votre produit va apparaître bien ou pas, va apparaître en réponse aux demandes que vous faites si le moteur de recherche du site de e-commerce trouve les bonnes données, si vous êtes végétarien, si vous avez une envie de produits qui soient locaux ou si vous devez surveiller un nutriment. La troisième formation, c'est sur la
la donnée qui fait partie du mix. Je parlais de cette évolution du ton. En fait, aujourd'hui, un marketeur doit se dire, le fameux mix produit, il inclut beaucoup d'éléments qui vont distinguer un produit par rapport à un autre et qui ne sont pas visibles sur les emballages, qui sont des informations augmentées que la marque doit absolument avoir disponible pour se distinguer et montrer, par exemple, les pratiques qui sont celles des produits agricoles qui rentrent dans la composition des produits transformés. Donc pour conclure, des grands potentiels de confiance, de valeur via les données. Il y a un énorme potentiel de dynamiser, de faire gagner du temps aux entreprises, les faire gagner en termes d'image et de servir aux consommateurs une information de meilleure qualité. Le modèle économique de Numalim, c'est d'offrir une partie en open, mais une partie de services plus avancés par des abonnements qui commencent à peu près vers 1 000 € par an, donc pour un peu plus de 100 € par mois. Et puis également, j'ai montré les sociétaires d'avoir tout à fait l'envie d'avoir d'autres entreprises qui prennent des parts sociales, qui deviennent des coopérateurs de Numalim et qui donc participent à notre gouvernance. Merci voilà. Jérôme Nous passons... pour cette vision exhaustive. Peut-être juste une question avant de passer à la suite. Une question notre public qui pose la question de savoir pourquoi on ne fusionne pas AgDataHub et Numalim, puisqu'il faut avoir une vue complète de la chaîne de valeur agroalimentaire. Alors le programme est d'interconnecter, que la donnée puisse aller de l'étable à la table et d'avoir vraiment une compatibilité. On a déjà un salarié qui est partagé, en fait, qui opère dans les deux côtés. Donc il y aura beaucoup de synergie. Les propositions sont quand même distinctes. Je pense que pour établir ces propositions qui sont assez nouvelles, qui sont innovantes pour le marché, que les entreprises de l'amont, de l'aval doivent vraiment se familiariser, il est bien que chacun ait son positionnement et qu'on soit identifié pour des propositions de valeur qui sont complémentaires. Je suis tout à fait d'accord. Ce sera peut-être une étape d'avenir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il est important d'avoir une vision sur l'amont agricole, où il y a déjà beaucoup de choses à faire et où eh bien, je dirais que les acteurs ont besoin déjà de pouvoir échanger des données entre eux, en confiance, etc. Et puis d'interconnecter nos deux plateformes pour les rendre disponibles sur, on va dire, le côté un peu aval, et l'industrie agroalimentaire, la distribution. Mais là, je crois qu'on a effectivement des enjeux assez forts pour pouvoir y répondre. Donc on passe à cette partie de témoignage et on va observer les questions pour la dernière partie de questions-réponses. Témoignage, donc j'ai le plaisir d'accueillir David Guyot, de Savencia. Bienvenue David chez Cap Digital. Bonjour. David est Business Relationship Manager. Savencia est une des entreprises très impliquées dans la gouvernance comme sociétaire. Donc très heureux d'avoir ton éclairage sur ces enjeux des data. Bonjour à tous. Pour commencer, je voulais présenter un petit peu Savencia et vous allez comprendre pourquoi la data c'est important. Aujourd'hui, quand on présente typiquement une entreprise comme la nôtre, on parle de chiffre d'affaires, on parle de lait collecté, on parle de nombre de collaborateurs, on parle de nombre de pays où on est présent. Mais aujourd'hui, on ne parle pas du nombre de data qu'on manipule. Je pense que, vu la révolution data qu'on est en train de connaître, dans quelques années, on montrera une entreprise, on présentera une entreprise aussi sur le nombre de données produites, le nombre de données collectées, et aussi sur le nombre de données partagées par chacun. Je pense que ce sera un indicateur aussi de la qualité de l'entreprise, de sa volonté à partager, de sa volonté à faire partie de la société, ou en tout cas à s'intégrer dessus. La data chez nous, qu'est-ce que c'est exactement ? La data, on en parle à tous les étages, je dirais, de l'entreprise. C'est quelque chose qui est lié à toutes les fonctions d'entreprise, que ce soit au niveau des RH. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui utilisent LinkedIn et savent très bien que derrière, c'est de la data utilisée pour tous les usages. C'est aussi tout ce qui est supply chain, les prévisions des ventes, comment réussir à réduire le gaspillage en ayant des meilleures prévisions des ventes. C'est l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est comment
réduire les pannes sur les lignes de production, optimiser l'efficacité des lignes de production. Et là aussi, c'est toujours aussi réduire les gaspillages, puisqu'aujourd'hui, dans notre domaine agricole, réduire au maximum les pertes de produits au moment de la production, c'est aussi un enjeu. C'est aussi bien sûr, et on est là pour en parler, tout ce qui est lié aux consommateurs et à nos produits. Et puis bien sûr, tout ce qui est traçabilité, on va en reparler. C'est des quantités de données assez conséquentes. Quels sont les enjeux derrière pour nous? C'est d'abord faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de nos collaborateurs, arrivent à s'y approprier. Y ait accès à n'importe quel moment, mais surtout comprennent comment l'utiliser. L'historique de nos types d'entreprises fait qu'on est très souvent en silo. Là, le but, c'est d'ouvrir la donnée à tout le monde, déjà en interne. Faire en sorte que la donnée rentre dans les processus, dans les circuits de décision, que tout le monde soit à l'aise avec la donnée et que l'intègre dans son propre métier, dans ses activités au jour le jour. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu derrière, bien sûr, c'est celui qui nous rassemble. C'est aussi comment partager cette donnée avec nos partenaires. Alors je parle de partenaires, on peut le voir de manière très très large. Ça peut être le consommateur, ça peut être nos clients, nos fournisseurs aussi, l'État parfois, le régulateur. Comment partager la donnée de manière pertinente. Il ne s'agit pas de fournir de la donnée qui n'est pas utile, de manière fiable. Comment s'assurer que la donnée qu'on partage, elle est la même à tous les endroits où on la partage, que tout le monde la reçoit de la bonne manière, et puis surtout de manière intelligible. Alors c'est le sujet que vous avez évoqué juste avant. Le consommateur est très demandeur d'informations. Par contre, l'information qu'on donne, il faut qu'elle soit digérable. Tout le monde n'est pas ingénieur agro, donc il faut aussi faire l'effort de rendre cette donnée intelligible, de faire de la pédagogie pour que tout ce qui est partagé puisse être consommé de manière pertinente et fiable, en valorisant ce qui a été fait, que ce soit par l'industriel ou la phase ou l'amont. Il ne s'agit pas de montrer des données qui, à la fin, ne sont pas comprises et sont détournées finalement de leur but premier. Dans ce cadre-là aussi, une des questions qu'il faut d'ores et déjà se poser, c'est la pérennité de nos données. Dans le cycle vie de la donnée, combien de temps va-t-on garder nos données? Les données qu'on partage, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, je vais encore garder mes données de traçabilité de mon yaourt, de mon fromage qui était produit l'année dernière? On parle beaucoup de mise à disposition de partage de données. Le stockage dans le cloud, c'est bien, mais jusqu'à quand? Dans quelle dynamique de partage de la donnée, de cycle de vie de la donnée on se positionne, puisqu'autrement on va avoir des quantités de données qui vont être là sans être utilisées. Donc on a vraiment aussi cette question à se poser sur quelle est la pérennité des données qu'on partage. Bien sûr, ça pose aussi la question de la souveraineté. On en a parlé tout à l'heure. La souveraineté de la donnée, c'est-à-dire qui est propriétaire de la donnée, avec qui je la partage, qui a le droit de la transformer, pour combien de temps. C'est des questions où, dans une entreprise comme dans toute société, je dirais de droit privé, la propriété intellectuelle, c'est aussi vrai sur la donnée. Et je pense qu'on a déjà eu des échanges au sein de Numalim là-dessus qui étaient très, très enrichissants. Et c'est une vraie problématique pour faire avancer tout le monde là-dessus. Le dernier point, et je pense que c'est un point assez important dans le cadre de ce débat, c'est comment on arrive à conjuguer des bénéfices individuels, pour Savencia par exemple, et des bénéfices collectifs. Comment faire en sorte que tout ce qu'on fait sur la data, ce soit pertinent pour nous, mais aussi pertinent pour l'ensemble. Donc comment faire converger des opinions qui peuvent être différentes entre l'amont, l'industriel, la distribution, le consommateur. Comment réussir à faire ça? Et pour nous, c'est là où participer, contribuer dans des organismes quels qu'ils soient, que ce soit GS1, Numalim, l'Institut du commerce, c'est là où on trouve du sens à travailler sur la donnée. C'est de se dire, on n'y va pas tout seul, on doit y aller de manière cohérente dans l'ensemble, sinon on va perdre tout le monde à l'arrivée, on va juste créer des frustrations et créer finalement, être contre-productif par rapport à la richesse que peut amener la donnée. Donc je voulais insister sur 3 projets où on va retrouver finalement des choses que vous avez pu exposer, mais vous allez voir comment ils s'inscrivent finalement chez Savencia. 3 projets parmi ceux qu'on a sur la donnée qui représentent vraiment ce qu'on essaye de faire et qui nous permet de gagner en maturité. Gagner en maturité, l'acculturation à la donnée, c'est quelque chose d'important.
C'est aussi à travers, c'est progressif, l'acculturation des données. C'est pas quelque chose où du jour au lendemain on devient une entreprise data-driven, comme certains le disent. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc il faut faire des essais, il faut mettre des projets de différentes ampleurs pour y arriver. Donc 3 projets. Le premier sur la partie Master Data Produit, donc référentiel produit. Donc c'est l'information produit, comme vous en parliez Jérôme juste avant. On est en train de revoir, et c'est un de mes rôles au niveau global, notre référentiel produit. Comment le rendre moderne par rapport à des standards comme GS1, qui sont des choses que nous souhaitons suivre, des standards globaux, et puis aussi un écosystème qui varie beaucoup d'un pays à l'autre. On est présent dans 120 pays, on a besoin de trouver le bon niveau d'adaptation à chaque pays. La France peut être très en avance sur la quantité d'informations à donner aux consommateurs, mais par contre d'autres pays peuvent se retrouver aussi sur d'autres dynamiques, sur d'autres axes d'information, plus en avance ou dans des directions un peu différentes. Il faut réussir à trouver comment dans des groupes agroalimentaires internationaux, on arrive à conjuguer les deux. On ne peut pas faire que du local, on a besoin de trouver ce juste équilibre entre global et local. Et c'est aussi ça notre complexité en tant que grand groupe. Donc ça, c'est une première initiative qui nous permet de bien nous poser des questions, de se dire la donnée telle qu'elle est en train la donnée produit, telle qu'elle est en train de grandir aujourd'hui, avec un nombre d'informations demandées qui est exponentiel, complètement. Comment gérer ça demain, sans se retrouver avec des équipes qui sont complètement dépassées par la quantité, mais aussi sur le pourquoi. C'est-à-dire, elles sont dépassées sur pourquoi je rentre de la donnée, pour qui, pour quel usage. L'usage de la donnée, ce qu'on appelle l'usage métier ou le business case, si je prends un anglicisme, il est important. On ne crée pas de la donnée, on ne maintient pas de la donnée juste pour se faire plaisir, il faut qu'il y ait un usage. Et redonner du sens à toutes les gens qui maintiennent de l'information produit, c'est un élément clé. Donc ça fait partie de ces éléments clés de ce projet-là. Le deuxième, qui est plus, je dirais, classique, qui n'est pas nouveau, mais c'est toute la partie partage de données. Je partage de la donnée avec des distributeurs vont partager de la donnée avec moi, je vais partager de la donnée avec l'amont va partager de la donnée avec moi. On a des projets pour mieux comprendre effectivement les ambitions du consommateur, là où veut aller. La vraie question qui est posée par ces projets, c'est est-ce que je dois acheter la donnée? Est-ce que je dois la collecter moi-même? Quel est le meilleur équilibre? Et c'est là où les écosystèmes Agdata, Numanim rentrent en ligne de compte, puisque en fonction de ma taille d'entreprise, alors ça je suis un grand groupe, donc il y a des choses que je peux collecter moi-même, mais en fonction de ma taille d'entreprise, ma réponse va être différente. Je vais pouvoir avoir des fois des approches où je vais collecter moi-même, d'autres où je veux aller sur le partenariat, sur une plateforme pour aller acquérir ces données, soit de manière temporaire, soit de manière permanente, en fonction de mes moyens. Sur les 120 pays où on est présent, on a des pays où on est une PME, on n'est pas un grand groupe dans ces pays-là, et où on a les mêmes raisonnements que des PME françaises. Donc ça c'est important, et on voit que pays après pays, on fait ce travail d'expliquer aux gens que collecter la donnée, c'est pas forcément toujours la bonne méthode. S'appuyer sur ce qui existe sur le marché, des marchés très dynamiques, c'est aussi pertinent dans des premières approches. David, il y a une question qui vous concerne, qui est est-ce que vous souhaitez avoir accès au bilan carbone de vos fermes partenaires? Donc on est un peu dans ce sujet-là. Alors je suis un peu mal placé pour y répondre pour le coup. Je sais que cette partie bilan carbone, c'était une problématique. C'est un vaste chantier complexe où on a besoin de se poser, de se comprendre ce qu'on veut faire. C'est pas quelque chose qu'on va travailler tout seul. Effectivement, il faut se déjà dire qu'est-ce qu'on va devoir communiquer et comment, avec nos partenaires de l'amont, on va réussir à répondre aux questions qui nous sont posées. C'est vraiment le chantier. Il y a bien sûr des choses qui commencent à la collecte du lait, typiquement. Comment j'optimise. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a déjà des optimisations depuis de très longues années pour optimiser les tournées et éviter qu'on fasse des kilomètres non nécessaires. C'est aussi l'origine du lait. Est-ce que je me source dans ma région pour pouvoir proche de literie. C'est la transformation, c'est la distribution aval aussi avec les distributeurs. Et puis les questions, ce sera avec l'amont, de quoi on a besoin pour pouvoir communiquer les informations qui sont nécessaires. Je pense qu'on peut se reposer des questions dans 6 mois, dans 1 an, on aura avancé, mais c'est un très vaste chantier. Vous avez vu l'introduction, c'était 4 milliards de litres de lait, vous imaginez à peu près la complexité, ne serait-ce déjà que de... Je vous laisse conclure, mais c'était une question qui était... Le dernier sujet, justement, c'est un sujet qu'on a déjà adressé aussi avec Numanim, c'est la traçabilité. Donc se poser les questions, de dire qu'est-ce que je suis capable de communiquer au consommateur qui a du sens.
dire que j'ai collecté le lait à 500 km autour de ma laiterie, c'est peut-être pas forcément très très intéressant. Être capable par contre de suivre un lot, de faire un rappel si j'ai un vrai besoin, mais surtout aussi de faire la chasse au gaspillage, puisque si je fais une bonne traçabilité, je découvre tous les points où j'ai potentiellement de la perte, que ce soit lié au dépassement de DLC, DLUO, des ruptures de chaînes logistiques. Donc la traçabilité, c'est aussi un bon moyen de soulever tous les endroits où la data peut répondre à certains sujets. Donc c'est ces 3 projets qui sont assez classiques, mais qui sont très riches en quantité de données à bouger, qui font aussi appel à toutes les fonctions d'entreprise. Donc ils sont assez mobilisants là-dessus, et ça nous permet du coup d'avancer sur cette acculturation data. Alors comment derrière on surmonte les difficultés à rencontrer, comment on embarque les équipes. La première chose, c'est on est un groupe familial, donc on pense long terme. Donc on a réussi à embarquer le top management dedans, on a l'appui du top management. 2, c'est de faire, comme on l'a montré avant, c'est de vous regarder de manière progressive, pas vouloir tout faire du premier coup, c'est de faire des POC, montrer comment ça marche, faire du benchmark, regarder ce qui se fait, participer à des groupes comme Numalim, comme l'IDC pour échanger dessus. Ça c'est très important. Puis derrière, c'est à travers ce qu'on rencontre, c'est travailler avec les partenaires, de travailler de manière collaborative pour trouver les bonnes solutions là-dessus. Le dernier point, je pense que ça fait bien résonance aussi à ce qu'on évoquait aujourd'hui, c'est la gouvernance de la donnée. C'est bien de se dire je partage de la donnée, c'est bien de se dire on échange, mais on a besoin de mettre de la gouvernance, sinon dans le temps on ne tiendra pas. Trouver comment gouverner de la donnée qui est partagée, c'est d'autant plus compliqué que on a déjà du mal à faire de la gouvernance en interne. Faire de la gouvernance sur de la donnée qu'on partage, ça l'est encore plus. On le voit dans nos échanges réguliers avec les distributeurs, avec des partenaires, avec des nouveaux acteurs. Sur le e-commerce, on a beaucoup de nouveaux acteurs. Et je pense que là, vraiment, le rôle des organismes transverses, ou de Numalim, de Hack Data Hub, c'est d'aider des enablers pour mettre tout le monde autour de la table et trouver des solutions communes à cette gouvernance de la donnée qui va être un gros chantier des 10 prochaines années. Parfait. Merci beaucoup. Vous restez pour les questions-réponses. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, David. On va passer la parole par une vidéo qu'il a enregistrée à Pierre Darmon, qui est administrateur de Rightcell, donc une grosse PME, Cornichon Pickles, et qui, lui aussi, a rejoint la gouvernance de Numalim. Pierre Darmon, je suis dirigeant d'une société Rightcell qui est très active dans la production, distribution de pickles et en particulier de cornichons. Alors de nombreux défis que j'ai découverts peut-être tardivement, mais quand on produit des pickles qui viennent d'un peu partout dans le monde et qu'on veut relancer des filières en France, il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers de données qu'on doit gérer et qui peuvent poser de problèmes puisque la crédibilité de ces données est sans arrêt à valider. Numalim, j'ai vu un sujet sur Numalim en tant qu'administrateur à l'ANIA et je représente des PME et quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit c'est pas possible qu'une entreprise comme la nôtre, PME, qui souvent manque d'informations et a besoin d'aide sur ce sujet, ne participe pas davantage à Numalim. Et ce que j'ai aimé beaucoup chez Numalim, c'est le collectif. C'est-à-dire qu'on dépasse simplement un groupe de PME ou d'entreprises, on dépasse le clivage consommateur, agriculteur, entreprise. Numalim, c'est un groupe qui veut collectif, qui veut donner de l'information la plus objective possible et sans querelle de chapelle. Et donc ça m'a bien plu et c'est pour ça que je suis aujourd'hui impliqué chez Numalim. La donnée produit, pour moi, c'est une histoire
d'entreprise, une histoire de produit qui doit être travaillé, qui doit être conforté par énormément de données. Si vous n'avez pas d'histoire, le produit n'a pas d'intérêt pour moi. Dans notre métier, effectivement, on peut parler de la recette, on peut parler de beaucoup de sujets, mais à la fin, c'est l'entreprise et l'histoire que vous vendez qui doit être confortée, appuyée par, encore une fois, des données sérieuses et qu'on peut vérifier. On veut relancer, par exemple, le cornichon en France, la production agricole. S'il n'y a pas des données, si le consommateur n'est pas certain que ce n'est pas du marketing et c'est une vraie volonté et qu'il peut vérifier, et bien, ça ne va pas marcher. Et donc notre projet, c'est d'avoir de plus en plus de données qui valident cette volonté et c'est de relancer dans tous les pays où nous sommes la production locale. Voilà, donc Pierre Damand Reitzel, administrateur de Numalim, des encore plus petites entreprises sont autour de la table. Et Renaud, d'autres témoignages ? Oui, maintenant nous allons accueillir en live depuis le sud de la France Frédéric Salvi, donc, qui est manager du programme Data chez Terrinovia, qui est d'ailleurs un de nos actionnaires. Frédéric, bonjour. Bonjour à tous. Peut-être tu vas pouvoir nous éclairer sur un programme qui a été engagé déjà depuis plusieurs mois, voire années, au sein de Terrinovia. Je rappelle que vous êtes l'institut technique de référence sur les filières oléoprotéagineuses. La parole est à toi pour nous exposer comment vous abordez le sujet data. Merci, et merci de me donner l'opportunité de témoigner aujourd'hui dans ce webinaire. Donc effectivement, je vais rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est Terrinovia pour bien poser un petit peu le décor, et puis ensuite je vous décrirai comment nous avons abordé le sujet de la data et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment on travaille avec la plateforme Apiago. Donc Terrinovia, l'Institut technique agricole pour les grandes cultures oléoprotéagineuses, c'est environ 150 permanents répartis sur toute la France. Notre mission, c'est la recherche, le développement et l'innovation au service des filières et des producteurs d'oléoprotéagineux et de chanvre. Parmi donc les cultures ciblées, nous avons le tournesol, le colza, le pois, la févrole, le soja et d'autres. Terrinovia, c'est 4 métiers, on va dire, principaux. L'analyse de graines, l'expérimentation pour faire de l'acquisition de références, un métier études et recherche où l'on va analyser les données acquises par les 2 précédents métiers, et enfin un métier autour du développement, de la transformation, du transfert et de la valorisation de ces données, où là on va faire diffuser dans notre environnement agricole les références que l'on a produites avec tout ce que j'ai décrit avant. Les principales missions et actions donc de notre institut, c'est améliorer la compétitivité de nos cultures, créer des systèmes de culture innovants, favoriser les écosystèmes et la régénération des services écosystémiques, contribuer à l'essor de l'agriculture biologique, exploiter les nouvelles technologies et valoriser les débouchés pour nos cultures. Donc, maintenant, je vais revenir un petit peu sur sur le sujet. Donc, comment on a travaillé la data à Terrinovia. Déjà, le constat. L'agriculture et nos métiers vont vivre une transformation importante autour du numérique suite à l'apparition de nouvelles opportunités, comme la démocratisation de la télédétection, que ce soit satellite ou drone, l'apparition des objets connectés,
l'augmentation des capacités de calcul et de stockage et leur faible coût. Donc ceci, c'est un ensemble d'évolutions de notre environnement qui vont avoir un impact fort sur nos métiers et notre façon de travailler et d'interagir avec notre environnement. Aujourd'hui, on parle de la data, donc je vais me recentrer un petit peu sur le sujet. La vie de la donnée se trouve profondément modifiée avec le développement de ces nouvelles technologies. On parle maintenant de cycle de vie de la donnée et de sciences pilotées par les données, ce qui va aboutir sur le développement du big data, de l'intelligence artificielle. Donc ceci, pour un institut comme Terrinovia, c'est un nouvel outil au service de la résolution de nos problématiques métiers et qui va nous permettre de traiter et de répondre peut-être différemment que ce que l'on faisait par le passé aux problèmes émergents. Cela dit, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de big data sans gouvernance et sans qualité de la donnée. Donc c'est là que la data et la gouvernance de la data apparaît. Ça va rejoindre les témoignages précédents. Il faut, pour entrer dans cette nouveau domaine de la data et de son exploitation, il faut adapter notre fonctionnement et développer des compétences nouvelles autour de la gestion de ces données, de leur exploitation et de leur valorisation. Donc c'est un métier un peu, enfin historiquement, les instituts techniques ont toujours produit beaucoup de données et c'est un de nos cœurs de métier de l'analyser. Cela dit, nous avons à faire un changement d'échelle. Et aujourd'hui, cette analyse de la donnée, elle va se faire de plus en plus en mobilisant des informaticiens et des spécialistes des nouvelles façons de traiter et d'analyser, de partager, apparier et valoriser donc l'ensemble de ces flux de données. Donc pour franchir ce cap et devenir une entreprise complètement à l'aise avec ces thématiques, nous avons développé effectivement un programme d'action autour de 4 piliers principaux. D'abord, l'acculturation à la donnée, donc qui vise en interne à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à des bonnes pratiques autour de la gestion et du partage de données. On parle notamment de mettre en place des jeux de données au format FAIR, donc facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Un des enjeux aussi de cette culture data, c'est que, et un des objectifs, c'est que ces jeux de données soient facilement appariables avec d'autres jeux de données et qu'ils soient formalisés de façon à être lus de façon automatique par des logiciels de traitement de données. Le deuxième axe, c'est le développement de référentiels et la normalisation de nos jeux de données. L'idée ici, c'est en interne, dans un premier temps, d'avoir des formalismes partagés, de partager la façon d'encoder des objets de nos études et notre écosystème, afin que l'on puisse facilement apparier et mettre en relation des jeux de données de sources différentes. Le troisième axe, c'est la mise en place d'outils de centralisation et de partage en interne. Donc c'est désiloter en gros les données qui existent en interne, manipulées, produites et analysées par nos différents métiers, afin de pouvoir mélanger tout ça et faire la production de données et produire de la connaissance de façon plus interactive, plus intéressante et plus approfondie. Le quatrième pilier, ça va être la gouvernance.
toute la réflexion autour de la licence que l'on va accoler à ces jeux de données. Comment on s'autorise à utiliser et rediffuser l'ensemble des données que l'on acquiert nous-mêmes ou au travers de tiers et de partenaires de l'écosystème. Donc voilà, tout ça, ce sont des actions internes, puisque c'est le niveau 1, hein, comme le disait précédemment David Guyot. Il faut d'abord mettre en place des bonnes pratiques et des éléments structurants au niveau interne avant de songer à partager la donnée. Oui, c'est vrai, ça avait été dit, il faut monter sur l'échelle de la maturité data de l'organisation. Et tu l'as très bien dit, Frédéric, il y a des volets qui reposent vraiment sur l'humain, liés à la culturation, pour la prise en compte des enjeux et de la dimension data. J'aime beaucoup aussi l'approche autour du désilotage, parce que on ne peut pas s'improviser organisation data-driven si on n'est pas organisé techniquement avec autour de la donnée, en fait. C'est plus de l'application qui va aller faire sa petite base de données pour servir un usage. C'est un pool de données, et puis de là vont émerger des applicatifs qui répondent à cet usage. Exactement. Et donc, Peut-être pour, quand on a fait tout ouais. ça... Pardon ? Non, sans te couper la parole, Frédéric, mais c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, donc si tu veux bien peut-être conclure sur les points essentiels pour Terranovia. Effectivement, la volonté de Terranovia, c'est bien de mettre à disposition le plus largement possible notre expertise et nos jeux de données. C'est dans cette optique-là que l'on est présent sur la plateforme API-Agro et que l'on est en train de développer une offre de produits et services sur cette plateforme, notamment mettre à disposition des tiers nos calculateurs au format API, partager des jeux de données pour susciter leur réutilisation, que ce soit des référentiels ou des données techniques de base. C'est vrai, et je salue d'ailleurs, je pense, une maturité de Terranovia à commencer à aborder le sujet de l'économie de la donnée avec du service en API, avec des modèles de monétisation qui préfigurent ce qui sera la valorisation de données de demain, je pense. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Je vais laisser la parole en vidéo maintenant et peut-être en guise de conclusion sur un petit témoignage vidéo de Maximin Charpentier, président de l'association Numagri et également président de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est, voilà, qui va nous faire part autour des sujets de standardisation. Jérôme parlait du référentiel Numalim. Sur l'amont agricole, on part peut-être d'un peu plus loin encore, et donc il y a vraiment ce besoin d'accompagner la standardisation pour l'interopérabilité des données. Maximin. Pierre Darmon, je suis dirigeant d'une société. Le numérique, c'est très complexe. On sait qu'il y a un sujet d'interopérabilité de la donnée, un problème de standardisation de la donnée pour essayer de favoriser des usages qui soient les plus intéressants possibles pour les agriculteurs, et aussi des soucis de souveraineté pour que la donnée n'échappe pas également aux agriculteurs. Numagri est une association qui regroupe l'ensemble des OPA, l'ensemble des filières, l'ensemble des acteurs qui ont pour but de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut réaliser un maximum de cas d'usage autour du numérique pour essayer de favoriser la création de valeur pour les agriculteurs sur les territoires. Numagri a pour rôle finalement d'organiser cette intelligence collective autour du sujet du numérique pour qu'ensemble on puisse concevoir des cas d'usage les plus précis possibles, les organiser et ensuite les proposer justement à AgData Hub de façon à les formaliser concrètement.
l'idée d'un standard, c'est justement de créer un alphabet et après, charge à chacun de pouvoir l'utiliser et d'écrire son livre. C'est déjà une première étape de faire comprendre quel est l'intérêt d'un standard et finalement par quel moyen il peut apporter de la valeur dans sa filière ou finalement dans sa problématique à résoudre. Le rôle d'Agdata Hub dans cette partie, c'est déjà d'avoir organisé un écosystème de valeur autour d'une levée de fonds à la BPI, à la Caisse des dépôts, de façon à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une ingénierie financière qui soit organisée et programmée autour du sujet afin que la réalisation d'un standard puisse coûter entre guillemets le moins cher possible pour les acteurs qui voudront en développer. Donc ça c'est un premier intérêt, créer un écosystème d'ingénierie financière. Un deuxième rôle à Agdata Hub, après l'ingénierie financière, c'est finalement d'aider les personnes qui ont des cas d'usage, une filière, une entreprise, une start-up, finalement à écrire son cahier des charges pour savoir exactement finalement, sa problématique, l'aider à construire un cahier des charges qui servira à celui qui réellement écrira le standard. Donc, ces cas d'usage, bien souvent, aujourd'hui, sont interprétés autour de la traçabilité, de façon à justement pouvoir mieux répartir la valeur dans le produit. On l'a bien vu autour des Egalim, si on ne fait pas la preuve de finalement où est la création de valeur, on a du mal à pouvoir la négocier. Si demain on veut créer des usages qui soient très vertueux en valeur, bien souvent ils ont besoin de beaucoup de données du numérique et d'une complexité autour de l'intelligence artificielle à créer, d'où la nécessité ensuite de pouvoir valoriser des standards afin de résoudre des problèmes complexes. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse réaliser un nombre de cas d'usage important sur les 3 premières années pour montrer l'efficience de notre écosystème, l'intérêt qu'on a porté au niveau des pouvoirs publics et de l'action qu'on souhaite porter sur les territoires. Donc je vous appelle à venir nous voir, à venir travailler ensemble l'avenir du sujet numérique de façon à faire de l'agriculture française une force incroyable en termes de gestion de valeur parce que de toute façon, ça passera par la maîtrise du numérique. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire, en tout cas pour la partie d'information descendante vers vous, avec de nombreux témoignages, éclairages sur un sujet très vaste autour de la donnée. Et je pense qu'on peut retenir effectivement les grands principes de structuration, d'organisation, d'acculturation, mais également de se tourner autour de principes pour avoir des organisations data-driven qui nécessitent effectivement une maîtrise pour accéder à des données, pour pouvoir y accéder et pour pouvoir les échanger ou les partager. Des questions de souveraineté, des questions de gouvernance très importantes et dont il va falloir que tout le monde s'empare du sujet. Et nous sommes à votre disposition et à votre écoute. Moi, je tenais à remercier particulièrement des équipes Numalim, Audrey et Laure à la communication et qui se sont chargés d'organiser tout ça. Et puis aux équipes de Cap Digital qui nous ont accueillis aujourd'hui pour ce webinaire. Et merci à Julie Ménez qui s'est très bien impliquée dans la réalisation et la préparation, et aux équipes en effet de Cap Digital. Comme tu l'as dit Renaud, on a vraiment entendu les mêmes mots et un gigantesque défi d'acculturation parce qu'on ne parle pas dans une entreprise de 1 ou 2 personnes. David Guyot l'a dit, il faut embarquer des gens qui de près ou de loin touchent à la donnée. Et moi je suis convaincu qu'il y a un potentiel de valeur et de gain de confiance qui est énorme, mais qu'on n'a peut-être touché que 10% ou 20% de ce potentiel. Grâce aux actions d'Agdata Hub et de Numalim, grâce aux outils qui font gagner du temps et de la fiabilité, on va essayer que le secteur agri-agro accède à tout ce potentiel. On scrute les questions. Alors moi j'en ai quelques-unes qui étaient arrivées un petit peu avant. On va se laisser jusqu'à 11h05 comme prévu, donc 5-10 minutes de questions. Alors, comment s'organise l'hébergement des différentes données ?
Donc là, il est vraiment question, avec entre parenthèses, par exemple, concernant la localisation des serveurs. Je vais essayer d'aborder cette question-là le plus simplement possible. Mais effectivement, par rapport à cette question de souveraineté, et notamment dans le cadre des enjeux Gaia-X, de cloud européen, il est tout à fait important de reprendre la maîtrise au regard des solutions d'infrastructure d'hébergement des données. Numalim, au même titre que HackDataHub, nos solutions plateformes d'échange de données sont des solutions cloud hébergées sur des clouds de confiance avec notre partenaire Orange Cloud for Business et monitorées par Orange Cyberdéfense. Donc il s'agit effectivement de créer ces conditions propices. Ce n'est pas une question de localisation des serveurs en fait. Je vous invite à bien regarder le droit qui s'applique à la société qui héberge vos données parce que quand bien même le serveur est en France, si c'est une société de droit américain ou chinois, eh bien c'est plutôt ce droit-là qui s'applique. Voilà, donc nous concernant, eh bien, en réalité, les données transitent sur les plateformes d'échange de données, sont pour partie hébergées dans ces infrastructures pour faciliter l'échange. Mais comme le disait Frédéric Salvi de Terranovia, par exemple, des jeux de données peuvent être également disponibles sous format d'API. Et une API, c'est juste un code informatique de requête d'une base de données. Et là, c'est l'émetteur de cette source de données qui a la pleine maîtrise. Donc les données restent chez lui, j'aurais tendance à dire. Et pour compléter, le référentiel de Numalim, avec une technologie d'une entreprise française qui est ConsoTrust, qui est cette entreprise ConsoTrust Ergobox qui a développé cette intelligence artificielle pour la fiabilisation des données, et avec également un cloud français, OVH. Donc on a fait le choix de solutions souveraines. Et cette valeur dont je disais qu'on en a peut-être pris que le tout début, il y a d'autres acteurs qui pourraient être eux non souverains, des GAFAM, ou qui s'intéresseraient sûrement beaucoup à ces données agri-agro. Donc le défi, c'est d'en faire de la valeur et de les structurer, nous, comme acteurs français, avant que d'autres s'y intéressent. Une question plutôt pour moi, à quel point les instituts de recherche agronomique, INRAE, CIRAD, etc., sont-elles impliqués ou intéressés par ce type de plateforme, à la fois pour mettre à disposition et avoir accès aux données. Alors, la plateforme, je vais parler pour API Agro, la plateforme API Agro est librement accessible sur simple inscription pour pouvoir accéder à des données de type Open Data. Après, quand on commence à vouloir exposer des données, eh bien, c'est fait au nom de l'entreprise. Donc, eh bien, aujourd'hui, certains instituts, on l'a évoqué avec Terranovia, mais pas uniquement, sont également présents. Mais la vraie réflexion, c'est effectivement quel peut être le potentiel de données et comment est-ce que je vais me structurer pour mettre à disposition ces données-là. Et souvent, ça fait appel à des questions qui nécessitent encore un petit peu d'acculturation. Voilà, j'espère que je réponds à votre question, sinon on aura l'occasion d'en reparler. Et enfin, une dernière question, de quelle manière les acteurs principaux du monde agricole pourraient avoir accès à ces données? Je crois que je viens d'y répondre. Donc de deux choses l'une, soit c'est des données open data, auquel cas évidemment qu'on peut y avoir accès librement avec les réserves du contrat de licence qui a été associé à l'accès à ces données. Et puis après, on peut tout à fait maintenant sur inscription et premier engagement d'un abonnement de type découverte, accéder également à des données de type privé. Voilà. Finalement, il y a l'accès des acteurs économiques à leurs propres données, c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que la maîtrise de ses propres données, parce qu'on a des outils qui sont inadaptés ou une gouvernance qui fait que les opérateurs ne savent pas trop structurer leurs données. Donc il y a la redécouverte et la maîtrise de vos propres données. Et donc cette fiabilisation dont je parlais, qui est une grande priorité avec ConsoTrust à l'Ergobox, pour que vos données, les entreprises agroalimentaires, soient nettoyées, que comme si on prend l'analogie d'une piscine, on mette une piscine de données qui soit propre. Donc ça, c'est vraiment maîtriser vos propres données, et c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Une question pour toi peut-être? Je n'en vois pas, mais... J'en ai encore une pour moi, au sujet de l'identité numérique.
qui sera en charge de gérer cette identité numérique. Donc ça, évidemment, vous imaginez bien qu'AgDataHub n'a pas la prétention de dire qu'on va se substituer éventuellement même à l'État pour gérer de l'identité régalienne. C'est pas ça le sujet. Donc en fait, il y a derrière ce projet d'identité numérique deux partenaires avec qui nous travaillons en co-innovation. C'est d'une part Orange Business Services sur de la technologie blockchain dans des logiques de blockchain nationale, voire européenne. Voilà, donc ça c'est, on va dire, sur la partie infrastructure, s'appuyant sur une technologie de type wallet. Les wallets, vous êtes sans doute acculturés grâce à votre smartphone à ce que représente en fait un portefeuille électronique et sécurisé là-dessus, qui s'appuie sur la technologie du groupe Imprimerie Nationale, qui travaille elle-même déjà sur la carte d'identité numérique de demain. Donc, celui qui sera chargé de ça, nous, on va le déployer pour le secteur et les filières agricoles, et au premier rang desquelles les exploitations agricoles, mais nos partenaires IN Group et Orange Business Services ont vraiment vocation à ouvrir ça sur des périmètres métiers beaucoup plus larges, pour des artisans par exemple, pour des commerçants, et en tout cas toutes ces petites entreprises qui auront besoin demain de sécuriser leur identité numérique. Nous, c'est pour le secteur agricole, et au final, c'est dans une logique d'architecture décentralisée, ce qui veut dire qu'en fait, c'est pour vraiment limiter les risques de fraude, puisque eh bien, ces données d'identité numérique seront gérées sur un wallet sécurisé au sein du smartphone, par exemple, de l'agriculteur. Donc s'il y a un hack quelque part, c'est la perte de données individuelles, mais pas, comme on l'a vu récemment avec les problématiques de la Sécu, de fuite de millions, de données concernant des millions de personnes. Voilà pour cet aspect-là. Je pense que notre webinaire touche maintenant tout à fait à sa fin. C'était un plaisir, Renaud, de faire cette première édition avec toi. Et de nouveau, l'idée, c'est d'avoir un rendez-vous régulier, que ce datable fasse qu'on puisse mettre à jour sur les évolutions. Et on espère que ça vous aura satisfait. Et vous étiez plus de 200 dans la salle. Bon, c'est vrai qu'on a gagné du temps en contrôle de passe sanitaire. Néanmoins, nous espérons évidemment vivement que la prochaine édition puisse se dérouler avec de vraies interactions physiques et que on puisse se rencontrer prochainement. Et d'ailleurs, on vous laisse évidemment toute cette possibilité de nous contacter individuellement ou collectivement, Numalim et AgDataHub, pour pouvoir avancer sur vos projets. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.